Bonjour. Le fait du jour de ce jour nous plonge dans cette crise qui bat son plein entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud, où Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de traiter très mal certaines catégories de personnes. Le président des États-Unis d'Amérique fait référence à une récente loi sur l'expropriation, soit la privation d'une propriété à son propriétaire foncier contre son gré. Cette loi vise à réparer les torts de l'apartheid en réattribuant certaines terres sans compensation qui sont utilisées ou laissées à l'abandon. Toute une frange des propriétaires fonciers blancs ont contesté cette décision de Pretoria. Donald Trump leur a emboîté le pas en dénonçant une confiscation des terres. Plus de 25 ans après l'apartheid, aboli en 1991, les disparités gangrènent encore le pays de Nelson Mandela. Selon les chiffres issus du Land Audit Act, seulement 4% des terres arables appartiennent à des Noirs, alors qu'ils représentent 81% de la population sud-africaine. À l'inverse, 72% des terres sont détenues par 36 000 fermiers blancs, alors que les Blancs ne représentent pas plus de 8% de la population sud-africaine. En répercussion, le président des États-Unis a signé un décret gelant toute aide ou assistance à l'Afrique du Sud. Ce soutien financier américain représente près de 440 millions de dollars par an au total. Le décret promet spécifiquement de porter assistance à la minorité afrikaner descendant des premiers colons européens, estimant que la récente loi de Pretoria est discriminatoire à leur égard. Des programmes pour la santé, la recherche ou encore le développement agricole sont ainsi impactés et vont se retrouver à l'arrêt en Afrique du Sud. Mais c'est surtout l'avenir de l'AGOA, l'accord commercial entre certains pays africains et les États-Unis qui doit être renouvelé en septembre prochain, qui est incertain. Rappelons qu'un quart des exportations sud-africaines à destination des États-Unis d'Amérique profitaient des tarifs douaniers préférentiels. En réaction, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a rappelé que l'Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle profondément enracinée dans l'état de droit, la justice et l'égalité, et que la loi récemment adoptée sur l'expropriation n'est pas un instrument de confiscation, mais un processus légal imposé par la Constitution qui garantit un accès équitable et juste à la terre conformément à ce que stipule la Constitution. Cyril Ramaphosa assure que son pays est un pays de droit et d'égalité qui respecte les droits de tous et de chacun. Mais la question qu'on pourrait poser à Cyril Ramaphosa, et qu'on pourrait bien poser donc, au président sud-africain, est de savoir, puisque le contexte s'y prête, qu'avait-il fait des droits et de l'égalité lorsqu'avec sa complicité, il cautionnait avec la complicité et l'intelligence de la justice de son pays, en intelligence également incestueuse de cette frange de la population blanche qui contrôle l'économie sud-africaine et qui est dénoncée aujourd'hui, la spoliation et l'accaparement de l'empire du Camerounais Baba Dampulo d'une valeur de plus de 300 milliards de francs CFA. Oui, la question mérite d'être posée car le plus grand investisseur immobilier d'Afrique du Sud a tout perdu sous le regard complice des autorités sud-africaines malgré les démarches des autorités et de la diplomatie camerounaise. Que s'est-il passé? Quels sont les déboires de Baba Dampulo en Afrique du Sud? Ça avait déjà fait l'objet d'un fait du jour, mais il est important qu'on vous rappelle les faits. En 2017, Amadou Baba Dampulo, le milliardaire camerounais, plus grand investisseur immobilier en Afrique du Sud, est approché par la First Rand Bank qui lui propose un accompagnement pour l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 22 milliards de francs CFA. Après quelques hésitations, il consulte ses enfants qui jugent l'affaire intéressante et acceptent l'accompagnement de la banque. La banque lui accorde donc un prêt de 20 milliards de francs CFA et Baba Amadou Dampulo lui-même effectue un apport personnel de 2 milliards de francs CFA. Le remboursement du prêt est étalé sur 10 ans à partir de la même année, c'est-à-dire en 2017. Toutefois, alors que le remboursement se déroule sans incident, sa banque affirme que les manquements auraient eu lieu durant la crise du Covid. Or,
Baba Amadou est catégorique, il n'a jamais failli au paiement de ses traites. Il reconnaît cependant que la crise du Covid 2019-2020 a entraîné un ralentissement des activités à l'échelle mondiale. En 2020, une nouvelle équipe prend donc les rênes de la banque, la First Round Bank, et commence à remettre en question les garanties existantes et exige des garanties supplémentaires. La situation est surprenante puisque le crédit ne présentait aucun incident de paiement. Baba Dampulo accepte toutefois de discuter de ces exigences. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une nouvelle équipe, cette nouvelle équipe semble chercher à entraver la situation pour bloquer les opérations. Pourtant, la banque dispose déjà d'une hypothèque sur l'immeuble, ce qui constitue une garantie solide et usuelle dans le secteur bancaire, tout le monde le sait. En cas de défaut de paiement, la banque a la possibilité de saisir l'immeuble en question et de le revendre pour récupérer ses fonds. Tant que le crédit n'est pas totalement remboursé, le bien reste hypothéqué, limitant ainsi les possibilités de disposition du propriétaire selon les usages bancaires. L'exigence de garantie supplémentaire paraît donc injustifiée, soulevant des interrogations sur les véritables motivations de la banque. Cette situation laisse planer un doute sur l'existence d'une manœuvre sous-jacente mettant en péril un projet immobilier pourtant bien engagé. Baba Dampulo avait bien apporté un apport personnel et hypothéqué son immeuble. Il avait nanti les loyers et la banque disposait de l'hypothèque, ce qui signifiait tout simplement que les revenus de cet immeuble étaient reversés immédiatement à l'institution bancaire. Ainsi, bien que l'immeuble soit à son nom, il restait sous le contrôle de la banque tant que l'hypothèque subsistait. En cas de défaut de paiement, la banque aurait simplement saisi et revendu l'immeuble. Cependant, au lieu de suivre cette procédure classique, la banque a exigé des garanties supplémentaires et c'est là le début des déboires de ce richissime homme d'affaires camerounais au pays de Nelson Mandela. Ne soupçonnant rien, Baba Dampulo accepte de fournir ces garanties. Il propose même que l'ensemble de ses biens servent de caution, convaincu qu'il n'y avait aucun problème sur son crédit de 22 milliards de francs CFA. Ces biens immobiliers en Afrique du Sud étaient gérés par 3 sociétés distinctes, toutes familiales, sans aucun associé externe. Tout son patrimoine, estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA, appartenait exclusivement à Baba Dampulo, à son épouse et à ses enfants. Dans un pays où le secteur immobilier est dominé par l'oligarchie blanche, un homme noir, de surcroît camerounais, possédant un tel empire immobilier, était perçu comme une anomalie. Lorsque la banque, donc consciente de l'ampleur de son patrimoine stratégique, notamment situé dans des zones prestigieuses de Johannesburg, elle a commencé à exiger davantage de garanties. Baba Amadou Dampulo, de bonne foi, accepte encore. Cependant, il ignorait qu'un plan était en cours pour l'exproprier de tous ses biens. En 2020-2021, à la sortie de la crise du Covid, la banque lui impose soudainement le remboursement intégral de son crédit en un temps record. Il restait environ 14 à 15 milliards de francs CFA à rembourser, ce qui était impossible à régler immédiatement, surtout avec les contraintes de transfert des fonds imposées depuis les événements du 11 septembre. Devant l'impossibilité de réunir cette somme en 2 voire 3 semaines, la banque, qui aurait pu faire appel aux sociétés garantissant le crédit ou réaliser l'hypothèque, a donc engagé une procédure d'insolvabilité prétendant que Baba Amadou Dampulo était incapable de rembourser sa dette. Or, avec un patrimoine estimé à plus de 300 milliards de francs CFA, il était absurde de parler d'insolvabilité pour une dette de 22 milliards. La banque va rapidement initier une procédure judiciaire en 2021, prétextant un projet de concordat inacceptable. Refusant toute négociation réaliste, elle passe, la banque, à la vitesse supérieure en déclenchant une liquidation forcée, marquant ainsi une tentative manifeste de spoliation orchestrée. Cela devient alors une affaire de prêt aux enjeux injustes. En cas de non-paiement, les garanties prévues sont simplement mises en œuvre. Le contrat est clair. Et au-delà même du contrat, les pratiques bancaires dans le monde entier sont bien établies. Selon certains experts que nous avons contactés en Afrique du Sud, experts financiers,
Lorsqu'un client est en défaut de paiement, il existe des possibilités de rééchelonnement de la dette, de nouveaux délais de paiement. Plusieurs options peuvent être envisagées car la liquidation est l'ultime recours lorsque plus aucune solution n'est possible. C'est cela et c'est simplement à ce moment qu'on conclut que le débiteur est incapable de rembourser et qu'il faut liquider ses biens. Or, ici, il n'a jamais été question d'insolvabilité. La question est donc de savoir pourquoi liquider un actif de près de 200 milliards de francs CFA pour recouvrer seulement 22 milliards de francs CFA. Dès le début, Baba Dampulo propose une solution. Cantonner les garanties, récupérer le montant du prêt et libérer le reste des actifs. Mais la banque refuse catégoriquement. D'ailleurs, toutes les procédures engagées ont été systématiquement perdues. Même les recours en urgence, en référé pour demander au juge d'ordonner au liquidateur de lui rendre compte des opérations en cours, ont été rejetés. Le juge a estimé qu'il n'y avait aucune urgence. Pourtant, ces faits dataient de moins de 2 mois alors que la liquidation avait commencé en 2022. Jusqu'à ce jour, Baba Dampulo ignore le prix auquel ces immeubles ont été vendus, quels créanciers ont été payés et l'état réel des opérations de liquidation. Il est pourtant possible d'interrompre la liquidation car son but n'est pas de détruire, mais de vendre les actifs pour payer les dettes. Si en cours de liquidation, une nouvelle opportunité financière survient, par exemple, une autre banque rachète la dette ou acquéreur se présente pour payer au juste prix, il devrait être possible d'arrêter la procédure. De même, le débiteur lui-même peut proposer un acheteur fiable qui offre un meilleur prix. Mais au lieu de cela, ces biens ont été bradés. Des actifs d'une valeur de 10 milliards, par exemple, ont été vendus pour 2,5 milliards ou 3 milliards de francs CFA au plus. Tout cela laisse penser à une manœuvre savamment orchestrée pour éliminer une personne du secteur immobilier. Aujourd'hui, les biens ont changé de propriétaire plusieurs fois, passant entre 4 ou 5 nouveaux acquéreurs. Dans le même système de liquidation sud-africain, on parle de final judgment, un verdict définitif sans voie de recours. Et donc, une fois la liquidation prononcée, comme c'est le cas, c'est terminé, vous avez tout perdu. Dans cette situation, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, va être saisi de l'affaire par l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud en raison du caractère grossier de la spoliation. L'ambassadeur va transmettre son rapport au ministre des Relations extérieures qui, à son tour, avait saisi le président de la République. Ce dernier va immédiatement réagir en rédigeant une note signée de sa propre main et en dépêchant une délégation composée du MINREX, représenté par Félix Mbagnou, qui est le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des affaires du Commonwealth, de Baba Amadou Dampulo lui-même et d'un représentant du service contentieux du ministère des Relations extérieures. Leur mission était de rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Toutefois, ce dernier ne les a jamais reçus. Il a simplement chargé son ministre des Finances de les rencontrer. Celui-ci, dans un premier temps, va proposer la création d'un groupe de travail interministériel pour étudier les solutions envisagées. Mais ce groupe n'a siégé qu'une seule fois avant que les autorités sud-africaines informent la délégation camerounaise qu'il s'agissait d'une affaire purement commerciale dans laquelle l'État n'avait pas à intervenir. À ce jour, Cyril Ramaphosa n'a toujours pas répondu à la correspondance officielle de son homologue Paul Biya, bien que ce dernier ait expressément demandé dans sa lettre de 2022 que le ministre Mbayou soit reçu et que ses propos soient considérés comme émanant directement de lui. Une hostilité manifeste qui se poursuit même auprès de l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud qui ne cesse de demander des audiences mais continue systématiquement d'être ignoré. Même lors des réunions de travail, les autorités sud-africaines lui ferment les portes. La situation en Afrique du Sud est complexe. Bien que le pays ait accédé à l'indépendance, le pouvoir réel demeure entre les mains de l'oligarchie blanche qui contrôle le système judiciaire et même le secteur financier.
Dans cette affaire, ce qui aurait dû être une simple opération de liquidation pour rembourser des dettes s'est donc transformé en un processus de spoliation visant à évincer un investisseur noir du secteur immobilier. Et dans cette affaire, justement, la juge commissaire en charge du dossier était une femme blanche et le liquidateur, un groupe de 4 hommes aussi blancs. Un climat de persécution mis en place. Même les avocats camerounais impliqués dans le dossier se sont vus refuser leur visa pour l'Afrique du Sud par le Haut Commissariat sud-africain, ici même à Yaoundé. Une manifestation devait être organisée devant l'institution, mais le refus de visa a renforcé la frustration de la partie camerounaise. Récemment encore, Baba Dampulo, l'un des principaux concernés dans cette affaire, a subi un traitement musclé à son arrivée en Afrique du Sud. Dès son atterrissage, il a été suivi jusqu'à son domicile où la police a fait irruption sans mandat. Ses valises ont été fouillées et saccagées sous les yeux de ses enfants. L'opération menée par des agents noirs était vraisemblablement sous les ordres de leurs supérieurs blancs. Que ce soit donc le Waldorf Building, le Norton Rose Building, le Thibault Pavilion and Underground Parking, le Mitsubishi Head Office Penthouse, le King's Court Shopping Center, le Moffett on Main Shopping Center ou encore le One Thibault Square, Baba Dampulo a perdu en un laps de temps son impressionnant patrimoine immobilier évalué à plus de 300 milliards de francs CFA. Lui qui avait pourtant cru dès les années 90 après la libération de Nelson Mandela et son appel aux investisseurs étrangers. Baba Dampulo fait partie des premiers investisseurs étrangers ayant pris le risque de croire au potentiel de l'Afrique du Sud. 35 ans plus tard, son Eldorado d'hier est devenu aujourd'hui un très grand et vaste cauchemar. 300 milliards de francs CFA d'investissement, de dur labeur, de travail acharné, partis en fumée en un temps record. Existe-t-il, ça c'est la principale question, un moyen pour celui qui est présenté comme l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique francophone de pouvoir recouvrer son argent? Ce sera la deuxième partie de notre enquête du fait du jour. Restez scotchés. À très bientôt pour la suite.